Fin février 2020, la Turquie a ouvert ses frontières avec la Grèce. Des dizaines de milliers de réfugiés ont tenté de traverser le fleuve Evros, frontière naturelle entre les deux pays. L'armée grecque a obligé nombre d'entre eux à rebrousser chemin, usant parfois de violence. C'est alors que Nadera Almonla, une mère syrienne, a disparu. Mes enfants ont vu de leurs propres yeux ce que les soldats ont fait. Personne ne sait si Nadera s'est noyée ou si elle s'est fait assassiner. L'avocate turque Esin Bozovale cherche des réponses. Nous avons exigé une enquête approfondie, l'analyse des vidéos et la collecte de témoignages. On va maintenant voir s'ils sont passés à l'action. Les migrants font face à une violence accrue, y compris au large des côtes turques, en Méditerranée. On a passé la nuit dans l'eau. Ils nous criaient dessus et nous frappaient dès qu'on disait quelque chose. Sultan Gazi, un district d'Istanbul. C'est ici que vit une famille de réfugiés syriens. Esin Bozovale est allée leur rendre visite en juillet 2020, accompagnée de Mohamed Sidik Yeshar, qui fait partie d'une ONG venant en aide aux migrants. Mohamed Al-Mohammad Al-Ali est accablé. Sa femme Nadera a disparu. Tous ses espoirs reposent sur Esin. L'avocate assiste la famille bénévolement. C'est la première fois qu'elle rencontre ce père et ses 6 enfants. Enchantée. Les enfants réclament leur mère. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Ils ont vu de leurs propres yeux ce que les soldats ont fait. La famille de réfugiés est arrivée en bus dans la province d'Edirne 5 mois plus tôt. Selon eux, la police turque leur aurait montré des bateaux sur le fleuve et les enfants seraient montés en premier dans l'embarcation. Les enfants ont débarqué sur la rive grecque. Leur mère et moi étions encore côté turc. Peu de temps après, 2 véhicules militaires grecs sont arrivés et ont commencé à tirer. Ma femme a eu tellement peur pour nos enfants qu'elle a décidé de traverser le fleuve à la nage pour rejoindre l'autre rive. D'après Mohammad, sa femme et lui avaient presque atteint la berge lorsque des soldats grecs sont apparus. Ils ont ouvert le feu sur les réfugiés. C'est à ce moment-là que Nadera a lâché la main de son mari. Elle était à 2 mètres de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de la sauver, ou du moins, j'ai voulu me retourner pour la voir. Mais un soldat s'est approché et m'en a empêché. C'est pour ça que je ne sais pas si elle s'est noyée ou si elle s'est fait tirer dessus. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'ils l'ont tuée parce que, quand je suis sorti de l'eau, un soldat a tout de suite pointé son arme sur moi. Il ne voulait pas que je me retourne ni que je bouge, et il m'a obligé à marcher devant lui. Les soldats grecs ont emmené Mohammad et ses enfants au poste de police et les ont gardés en détention pendant 5 heures. Ils les ont ensuite remis dans un bateau pour rejoindre la rive turque. Depuis, Mohammad a perdu toute trace de sa femme. Il faut savoir qui a fait disparaître Nadera et le coupable devra en assumer les conséquences. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'un assassinat, il est indispensable de trouver les indices pour expliquer sa disparition. Quelques semaines plus tard, Esin et Mohamed se rendent dans la province frontalière d'Edirne. Ils veulent découvrir ce qui est arrivé à Nadera.
On a porté l'affaire en justice. On va au tribunal pour examiner le dossier. On a exigé une enquête approfondie, l'analyse des vidéos et la collecte de témoignages. On va maintenant voir s'ils sont passés à l'action. L'enquête est instruite dans la ville d'Ippsala, à la frontière avec la Grèce. Essine veut parler au procureur et espère qu'il aura de nouveaux éléments à lui transmettre. Mais l'avocate ressort au bout de 30 minutes. Le parquet a commencé à enquêter. Il a contacté les autorités compétentes qui mènent les recherches. Ils ne l'ont pas encore retrouvé en vie. Pas plus qu'ils n'ont découvert son corps ni d'indices sur ce qui s'est passé. Je ne saurais pas quoi répondre au mari s'il me demande pourquoi sa femme n'a toujours pas été retrouvée. Je n'ai aucune nouvelle information à lui donner. La frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce fait près de 200 km de long. Et depuis de nombreuses années, c'est une des portes d'entrée des migrants dans l'Union européenne. Essine et Mohamed veulent mener leur propre enquête. Ils se rendent à l'endroit où la famille de Nadera a traversé la frontière. Nadera, la Syrienne disparue, a été vue pour la dernière fois en train de traverser la frontière, à environ 100 mètres d'ici. À cette époque, Mohamed était lui-même dans la région et s'est occupé, avec l'ONG Tarlabache Dayanishma, de migrants dans le besoin. Fin février 2020, le président Erdogan a déclaré que la frontière avec la Grèce était ouverte aux réfugiés, contrairement aux accords conclus avec l'Union européenne. Des dizaines de milliers de personnes s'y sont alors précipitées. L'agence de presse du gouvernement turc Anadolu a filmé ces images qui ont été diffusées en boucle à la télévision. Les autorités grecques ont décidé de contenir ce flux massif de migrants avec des canons à eau et du gaz lacrymogène. Les réfugiés ont traversé le fleuve en bateau. Les images du gouvernement turc montrent qu'ils sont ensuite repartis de la rive grecque à moitié nus. Ankara affirme qu'ils ont été renvoyés en Turquie de force, une pratique appelée expulsion collective ou pushback. La Grèce nie ces accusations. Mohamed tient les deux pays pour responsables de l'escalade de la violence. Il capture les séquelles physiques en vidéo. Il y a eu des violations graves des droits de l'homme. Les gens se sont ligués les uns contre les autres parce que les autorités des deux pays ont alimenté leur haine. Non loin de là se trouve le village de Saridjaleh. Mohamed y est déjà allé à plusieurs reprises. Il connaît le maire, Bahattin Kaya. Il veut lui demander s'il a vu Nadera et sa famille au moment des faits. Bahattin Kaya a du mal à s'en souvenir. Beaucoup de réfugiés avaient débarqué dans le village à l'époque. Quand notre président a ouvert les frontières, les migrants sont arrivés massivement. On avait été prévenus à l'avance. On nous avait dit, beaucoup de réfugiés vont venir chez vous, mais pas de panique. Certains réussiront à atteindre leur but et s'en iront. Vous vous occuperez simplement des autres. On a bien pris soin des réfugiés. Le gouverneur d'Edirne m'a accordé une distinction pour ses efforts. Il m'a remis une décoration. Selon Bahattin Kaya et Mohamed, certains réfugiés ont été violemment refoulés par les forces de l'ordre grec. La police grecque a arrêté les migrants, les a déshabillés et les a torturés. Ils sont revenus au village en larmes.
J'ai vu des gens fatigués et affamés revenir avec des traces de torture. Certains n'avaient même plus leurs sous-vêtements et se couvraient avec une feuille. C'était très dur à voir. D'après le maire, des réfugiés arrivent encore au village aujourd'hui. Mais ils sont moins nombreux et viennent par petits groupes de 5 à 10 personnes. À quelques kilomètres de là, sur la rive grecque du fleuve Evros, on peut encore observer les traces du passage des migrants. La zone est sous surveillance militaire. Il est interdit de filmer ici. Sakis Kamilaris est pêcheur. Il a grandi dans la région et connaît le fleuve comme sa poche. Il voit des réfugiés traverser la frontière depuis des années. Mais le fleuve est bien plus redoutable qu'il n'y paraît. Sakis en a fait l'expérience. C'est très dangereux quand on n'est pas habitué à naviguer sur le fleuve. Déjà pour nous, c'est dangereux, surtout quand il y a des rapides en hiver. Le fleuve évolue tout le temps. Il peut y avoir 50 cm de profondeur à un endroit et 2 ou 3 mètres de profondeur un pas plus loin, parce que la berge est abrupte. C'est à cause de l'eau qui coule jusqu'ici. Tous ces gens qui viennent traverser le fleuve ne sont pas au courant. Donc beaucoup d'entre eux, que ce soit des immigrés clandestins ou des passeurs, meurent noyés. Au fil des années, Sakis a sorti plus de 30 corps de l'eau. Je devais avoir 16 ans quand j'ai vu un cadavre pour la première fois. J'étais avec mon père et on a trouvé que la tête. Elle avait été prise dans notre filet de pêche. Pour un ado de 16 ou 17 ans, c'est traumatisant. C'est des images qu'on n'oublie pas. On a vu plein de morts et on en a repêché un certain nombre dans le fleuve. J'ai aussi sauvé beaucoup de gens. J'espère que je n'aurai plus jamais à sortir un cadavre de l'eau. Sakis n'a pas retrouvé de femme dans le fleuve depuis plusieurs mois. Mais pendant l'été 2020, d'autres pêcheurs ont repêché les corps d'enfants réfugiés. Sakis soutient que les forces de l'ordre grec n'en sont pas responsables. Traverser l'Evros est tout simplement trop périlleux. On a assisté à des scènes violentes de la part des Turcs. Ils ont passé les migrants à tabac et les ont blessés au niveau du visage et des yeux. On a demandé aux réfugiés ce qui leur était arrivé et ils nous ont répondu que les Turcs les avaient roués de coups et qu'ils leur avaient pris leur argent, leurs portables et leurs affaires avant de les déposer sur la rive grecque en bateau. C'est ce qu'on entend depuis le mois de mars. Son témoignage laisse à penser que les deux pays font usage de la violence pour repousser les migrants. Sakis affirme ne jamais avoir vu l'armée grecque procéder à des expulsions collectives violentes. Ces déclarations sont en totale contradiction avec celles des témoins turcs. Sur la route, nous croisons 2 familles turques. Elles fuient leur pays pour des raisons politiques. Un véhicule militaire s'approche. Nous devons rapidement couper la caméra. Nous finissons par perdre les 2 familles de vue. À 40 km de là, se trouve la ville grecque d'Alexandroupoli. Tous les corps récupérés dans le fleuve sont emmenés au service de médecine légale de l'université Démocrite de Thrace. Si Nadera a perdu la vie, elle a peut-être été amenée ici.
L'équipe du professeur Pavlos Pavlidis a examiné plus de 500 corps en 20 ans, dont ceux de 37 personnes décédées dans la province d'Edirne l'an passé. Le dernier en date est le corps d'un jeune homme, arrivé il y a à peine quelques jours. Tous ont essayé de traverser la frontière et d'entrer en Grèce illégalement, soit par le fleuve, soit par la montagne. C'était des hommes ou des femmes? 99% d'entre eux étaient de jeunes hommes. Y avait-il également une femme parmi eux? Pas ces 6 derniers mois, non. Nadera n'est donc pas ici. Le docteur Pavlidis explique que les corps restent généralement très longtemps dans l'eau, parce que la vase et les branches les entraînent au fond. Ils ne peuvent être récupérés que plusieurs mois après le décès, si bien qu'il est difficile de les identifier. Mais Pavlos Pavlidis fait ce qu'il peut. On rassemble ici les effets personnels des défunts. On les trouve au fil du temps sur les corps des victimes et on s'en sert pour les identifier. Ce que je veux dire par là, c'est que ces objets sont spécifiques à chaque personne. Quand un corps est à un stade de décomposition avancée, mais qu'on trouve une bague ou un autre objet sur lui, il y a une chance qu'un proche le reconnaisse. Une bague, un collier, une montre ou autre nous sont souvent plus utiles qu'une photo ou qu'une empreinte endommagée. Selon lui, les autorités turques ne participent pas au processus d'identification et ne répondent jamais à ces demandes de renseignements sur les personnes disparues. Non loin de là, le cimetière musulman de Komotini. Parmi toutes les personnes qui ne survivent pas à leur traversée de la frontière, beaucoup restent anonymes. Leurs proches ne sauront jamais où se trouve leur sépulture. Fin septembre, à Istanbul, Mohammad est très inquiet. 2 de ses fils, âgés de 13 et 14 ans, ont disparu ce matin-là. Il a signalé leur disparition au poste de police. Le cauchemar continue pour ce père syrien. En fin de journée, il apprend que ses fils ont été localisés. Ils ont voulu prendre un passeur pour rejoindre la Grèce contre l'équivalent de 50 €. Les garçons voulaient aller à Edirne pour passer la frontière, puis rallier l'Allemagne, où habite leur oncle. Ils ne peuvent pas rester ici. Après tout ce qu'on a enduré en Turquie, ils sont jeunes, mais ils n'acceptent pas les conditions dans lesquelles on vit. Mohammad nous autorise à filmer leur retrouvailles avec un téléphone. Sa fille est également présente. Mais il nous demande de ne pas les suivre, afin de ne pas perturber ses enfants. Mohamed a rendez-vous à Aksaray, la même où les 2 adolescents ont cherché un passeur. Ce quartier d'Istanbul est souvent un point de départ pour les migrants qui arrivent en Turquie. C'est ici qu'ils cherchent du travail. Plus de 4 millions de réfugiés vivent en Turquie. La plupart sont syriens. Mais il y aurait en plus près d'1 million d'immigrés clandestins dans le pays. Mohamed retrouve Hamed. Il est iranien et a lui aussi essayé de traverser la frontière en mars 2020. Les soldats et les policiers grecs nous ont frappés. Ils ont vu que j'avais une prothèse à la jambe et ils l'ont prise. Ensuite, ils m'ont dit de partir. Je leur ai répondu que je ne pouvais pas marcher sans ma prothèse. Ils se sont moqués de moi. Ils ont fini par me la rendre parce qu'ils ont vu que je ne pouvais pas m'en aller. Hamed est retourné à Istanbul sans argent ni point de chute. Grâce à son ONG,
Mohamed a pu lui offrir une nouvelle prothèse, qui lui pose toutefois des soucis. Ahmed n'obtient aucun soutien de l'État. Seuls les migrants syriens ont droit à une aide pendant une durée déterminée. Les ressortissants des autres pays ne sont pas protégés et n'ont pas le droit de travailler. Malgré tout, Ahmed s'est fait employer clandestinement dans une usine, où il ne gagne que l'équivalent de 7 € pour une nuit complète de dur labeur. Ça ne lui suffit pas pour vivre. Mohamed l'invite à déjeuner. Ma famille est toujours en Iran. Je suis marié et j'ai 2 enfants en bas âge. Mais il y a tellement de problèmes là-bas. Je ne les ai pas vus depuis 1 an. Ahmed est opposant au régime iranien. Il risque d'être persécuté dans son pays. Il ne peut pas y retourner, même si la vie en Turquie est difficile. Beaucoup de réfugiés comme lui aimeraient continuer leur route vers l'Europe. Ça arrive souvent que les personnes qu'on aide grâce à l'ONG changent de numéro ou ne soient plus joignables. Quand je demande plus d'infos, on me répond généralement qu'elles ont quitté la Turquie. Tous les jours, au moins une personne réussit à traverser la frontière. Fin octobre 2020, Mohamed n'avait toujours pas retrouvé la trace de Nadera. À 1000 km de là, au large de la ville turque de Marmaris, se trouve une frontière maritime. Les gardes-côtes turcs sont à la recherche de bateaux de réfugiés en route vers la Grèce. Selon l'accord passé avec l'Union européenne, la Turquie doit les intercepter. Le patrouilleur a été financé par l'UE. À l'aube, le centre de commandement lance l'alerte. 3 Zodiacs ont été mis à l'eau au large de l'île grecque de Rhodes. L'équipage filme l'intervention. Les gardes-côtes turcs s'approchent et constatent que ce ne sont pas des canots pneumatiques, mais des radeaux de sauvetage dépourvus de moteur. Les réfugiés, pour la plupart de jeunes hommes, ne peuvent donc pas naviguer. Un bateau est accosté à Rhodes. Le commandant turc explique qu'il s'agit des gardes-côtes grecs. Le protocole sanitaire lié à la Covid complique la mission d'évacuation. L'équipage doit prendre la température de chacun des migrants avant de les laisser monter à bord. Il y a des Iraniens, des Irakiens et quelques Turcs. Tous ont l'air épuisés. Leur bateau est tombé en panne. On voulait rejoindre l'Italie en bateau, mais quand on a traversé les eaux territoriales grecques, la police nous a arrêtés. Ils n'avaient aucun respect pour nous. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Ils nous ont maltraités et nous ont mis dans un grand bateau plein d'eau. On était obligés de s'asseoir dans l'eau. Saera Saran a fui l'Irak avec son mari et son fils. C'était de la torture. Mon fils a seulement 12 ans. Les policiers m'ont dit que je n'avais pas le droit de le rejoindre. On était trempés et ça leur était égal. On a passé la nuit dans l'eau. Ils nous criaient dessus et nous frappaient dès qu'on disait quelque chose. Tous racontent la même chose. 2 heures avant leur sauvetage, les forces de l'ordre grec les ont déposés dans les radeaux de sauvetage avant de les abandonner en pleine mer. Les Grecs nous ont jetés de très haut. Juste avant, ils nous ont pris notre argent, nos portables, nos passeports et tous nos objets de valeur. Ils nous ont aussi frappés. Heureusement, on avait caché 2 téléphones, donc on a pu appeler la police turque. Les gardes-côtes ont préparé des rations alimentaires. La plupart des migrants sont entièrement trempés. Ils ont froid et doivent aller aux toilettes. Ce n'est pas un cas isolé. D'après le commandant du patrouilleur,
les gardes-côtes turcs ont recueilli 1500 personnes dans les eaux territoriales du sud-ouest de la Turquie en 2020. Les autorités grecques les avaient toutes renvoyées en mer. Mais dans cette situation, les migrants auraient dû être secourus au lieu d'être rejetés en mer, car le moteur de leur bateau ne fonctionnait plus. Le patrouilleur arrive à Marmaris. Les réfugiés sont remis au service d'immigration turque. Saera est très inquiète. On veut s'en aller. Mon mari a travaillé au sein d'une mission danoise de l'ONU. Mais l'État islamique a menacé sa sécurité. On ne peut pas retourner en Irak. Les Iraniens semblent tout aussi désemparés. Ils affirment être des réfugiés politiques. On est contre le gouvernement iranien. Si on y retourne, ils nous exécuteront. On implore les autorités turques de ne pas nous renvoyer là-bas. La situation est trop éprouvante pour l'une des rescapées. Elle s'est écroulée. Saera ne la connaît que depuis quelques heures, mais elle reste à ses côtés. Une ambulance emmène la femme à l'hôpital. En réponse à l'incident, les gardes-côtes grecs font une déclaration devenue routinière. Ils affirment que les accusations d'expulsion collective violente sont sans fondement et que malgré le flux migratoire important en provenance de la Turquie, les droits de l'homme sont respectés et les migrants sont protégés. À Istanbul, Esin connaît très bien cet argumentaire. En juillet 2020, les accusations d'expulsion collective ont fait l'objet d'une discussion au Parlement européen. La Grèce a nié en bloc. Le gouvernement grec écarte ces accusations et les qualifie de propagande turque. Mais nous avons des preuves et des témoins. Ces personnes ont été maltraitées. Ils ne peuvent pas continuer à affirmer devant des milliers de victimes ni devant le Parlement européen qu'il ne s'agit que d'une campagne de propagande turque. Cela reviendrait à bafouer les droits de l'homme de la part de la Grèce, mais aussi de l'Union européenne. L'avocate souhaite discuter avec Panayoti Dimitras. D'origine grecque, il a fondé l'ONG de défense des droits de l'homme Greek Helsinki Monitor. Les réfugiés qui atteignent la Grèce ont le droit de faire une demande d'asile. Mais ce droit leur est souvent refusé. L'Union européenne a une part de responsabilité. L'Union européenne a confié un mandat à la Grèce pour empêcher les migrants d'entrer sur le territoire européen. Des membres de la Commission européenne, et en particulier du Conseil de l'Union européenne, ont encouragé la Grèce à plusieurs reprises à garder cette ligne de conduite. Ils ignorent toute accusation. Panayoti suit activement l'affaire Nadera. Il a porté plainte auprès des tribunaux grecs. Malheureusement, l'enquête a été confiée à 2 procureurs de la région frontalière qui ont prouvé par le passé qu'ils ne menaient pas d'enquête approfondie. Au lieu de ça, la Grèce a porté plainte pour espionnage contre des ONG de défense des droits de l'homme qui ont documenté les expulsions collectives. La Cour européenne des droits de l'homme est le dernier espoir des victimes. Esin a déjà formulé une requête. Elle veut que l'affaire soit portée en urgence devant les tribunaux européens.
Panayoti et des avocats grecs la soutiennent dans cette procédure. Mohammad, le mari de Nadera, et leurs enfants sont pour le moment les seuls témoins de sa disparition. Ils continuent de porter de graves accusations à l'encontre des militaires présents à la frontière. Il y avait des soldats turcs et grecs à ce moment-là. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai constaté que notre sang n'avait aucune valeur pour eux. Ils voient en nous uniquement une source de problèmes. Plusieurs mois ont passé depuis la disparition de Nadera, mais personne n'a encore retrouvé sa trace. La police grecque estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour vérifier si l'incident a bien eu lieu. Il n'est pas certain qu'une enquête ait été ouverte en Grèce. Mohammad ne peut toujours pas le prouver, mais il est convaincu que sa femme a été assassinée. Si elle est décédée, il devrait au moins nous rendre son corps. Les deux pays sont responsables de sa mort. C'était un meurtre. Il pourrait au moins nous laisser lui organiser des funérailles. Quand mon fils me pose la question, qu'est-ce que je peux lui répondre ?